Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue à la présentation du rapport d'activité 2022 de la médiatrice des communications électroniques. Comme le prévoit la charte de médiation de l'Association Médiation des communications électroniques, représentée par son président Guillaume Richard, la médiatrice est invitée à présenter son rapport d'activité aux parties prenantes. Par conséquent, autour de moi, sur ce plateau, Valérie Alvarez, médiatrice des communications électroniques, et Guillaume Richard, président de MCE, qui va démarrer cette présentation. Bonjour, j'ai l'honneur d'assurer depuis 2022 la présidence de la MCE que je connais bien, en ayant été administrateur depuis 2005 pour le compte de différents opérateurs. Je souhaiterais tout d'abord partager avec vous quelques informations sur le secteur des télécoms. Les opérateurs télécoms français font de la France une championne de la connectivité et du numérique. Pour les réseaux fixes, la France est l'un des premiers grands pays européens avec plus de 80% de foyers éligibles à la fibre. Elle est le premier en nombre de souscriptions au très haut débit avec 14,6 millions de foyers raccordés et abonnés en 2021. Pour les réseaux mobiles, la France est également le premier grand pays européen en termes de densité de sites mobiles, notamment avec l'essor de la 5G. Ces performances françaises s'expliquent par le niveau d'investissement du secteur télécom en France qui a atteint un niveau historique de près de 15 milliards d'euros en 2021. L'effort d'investissement des opérateurs français est le plus élevé parmi les grands pays européens, avec près de 20% de leur chiffre d'affaires, soit près de 150 € par habitant. Les défis que le secteur doit relever dans les prochaines années sont de taille, avec tout d'abord la fermeture du réseau cuivre et l'arrêt de la DSL à l'horizon 2030, la poursuite du déploiement de la fibre ainsi que la mise en œuvre des engagements pris par les opérateurs pour renforcer la qualité de leurs interventions. Le déploiement de la le déploiement de la 5G et la préparation de la future 6G. Et bien sûr, un sujet d'actualité sur le développement d'un numérique répondant aux enjeux environnementaux et bien sûr de sobriété énergétique. L'action de la MCE s'inscrit par conséquent dans un contexte toujours très dynamique et son rôle est plus essentiel que jamais. En ma qualité de président de la MCE, je m'engage, comme l'indique la charte de médiation, à donner les moyens à la médiatrice et les ressources afin de réussir sa mission et de la mener à bien. C'est ainsi qu'en 2022, l'organisation et les outils ont évolué. 5 juristes ont renforcé la structure fixe de l'équipe. Le site internet et la plateforme internet de traitement ont été améliorés. Une charte de télétravail a été mise en place pour les collaborateurs. Le partenariat avec l'université de Cergy-Pontoise dans le cadre de la chaire de droit de la consommation a été renouvelé pour 3 ans. Un partenariat a été mené sur l'année avec l'Institut national de la consommation. J'aimerais maintenant fêter un anniversaire. Le secteur des télécoms s'est doté d'une médiation dans les télécoms depuis 2003, quand certains opérateurs ont adopté une charte de médiation commune et ont constitué une association pour animer cette initiative de résolution à l'amiable des litiges. Avec cette création, les opérateurs, qui étaient à l'époque pionniers, avec 8 ans d'avance sur l'obligation dans le secteur des télécoms et 13 ans d'avance sur l'obligation dans tous les secteurs. Notre volonté, il y a 20 ans, était de démontrer l'engagement des opérateurs membres vis-à-vis de leurs consommateurs. Notre volonté, 20 ans plus tard, reste la même. Revenons sur quelques dates et quelques chiffres clés dans la vie de la MCE. 2003, 6 adhérents décident de fonder l'association qui s'appelait alors l'AMET, l'Association Médiation des Télécoms. Il y avait alors 53% des litiges dans le fixe et 47% dans le mobile. « 2006, la première fois que les saisines mobiles deviennent majoritaires, avec la démocratisation, bien sûr, des smartphones. 2007, mise en place de la possibilité de saisir le médiateur en ligne via Internet, avec l'ouverture de la médiation au périmètre de l'Internet. L'association devient alors l'AMCE, l'Association de la médiation des communications électroniques. Elle accueille dorénavant les fournisseurs d'accès Internet. Dès 2009, Internet représente une part significative des saisines. En 2013,
les premiers dossiers fibres arrivent et représentent alors à peine 1% des litiges à l'époque. 2021, la fibre passe maintenant en deuxième position des litiges, derrière le mobile, au regard des nombreux raccordements des consommateurs à la fibre. Forte de son expertise, la MCE s'est également ouverte au fur et à mesure à d'autres secteurs d'activité connexes aux télécommunications. Les tout premiers ont été, à partir de 2015, les services de renseignement téléphonique, les chaînes de télévision payantes, les hébergeurs de données, les sociétés de télésurveillance, les régies d'intérêt public, les sociétés de reconditionnement de mobiles, de box, les boutiques spécialisées dans les télécoms, ainsi qu'un fournisseur d'applications de multimédia mobile. En 2022, 9 nouveaux adhérents ont rejoint la MCE, qui compte à ce jour 67 adhérents, représentant 89 marques, 62 opérateurs télécoms et 27 autres professionnels. Pour finir, je souhaite remercier la médiatrice, Valérie Alvarez, à qui je vais demander de présenter son rapport annuel, comme le veut la charte de médiation. Ce sera le 19e rapport annuel de la MCE. Je remercie également Henri D'Olivier, le directeur général, ainsi que toute l'équipe de l'association. Et je remercie également les administrateurs pour leur implication toute l'année 2022. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour Mesdames, Messieurs. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui mon rapport annuel pour l'année 2022, le 4e depuis que j'ai été nommée médiatrice des communications électroniques en avril 2019 et renouvelé en avril 2022 pour 3 ans. Je suis satisfaite de constater que 2022 marque un retour à une forte tendance baissière du volume de saisines qui avait été amorcée en 2018 et 2019, puis enrayée par les 2 années de pandémie. Cette baisse que j'appelais de mes voeux dans mon rapport annuel 2021 entérine une baisse de la conflictualité dans le secteur, ce qui est une bonne nouvelle. Je l'explique par l'effet conjugué d'une meilleure gestion des consommateurs par les professionnels et par le ralentissement des raccordements à la fibre constaté par l'Observatoire de l'ARCEP. 2022 vient confirmer la modification du classement des typologies de saisines révélées en 2021. Le mobile maintient sa première place d'une courte tête. La fibre s'installe en seconde position des différents qui me sont soumis et l'on peut imaginer qu'en 2023, la fibre fera la course en tête. L'ADSL assoit sa 3e place. Ma satisfaction est grande aussi de voir que l'efficacité de la médiation au regard des chiffres de suivi des propositions de solutions par les consommateurs comme par les professionnels se confirme à nouveau en 2022. Ceci est rendu possible grâce aux règles d'or de la médiation qui sont la compétence et l'expertise du secteur, la transparence, la neutralité, l'indépendance et la confidentialité. La médiation de la consommation du secteur des communications électroniques remplit totalement son rôle en offrant une solution de règlement amiable, rapide, efficace, confidentielle et gratuite pour le consommateur, lui permettant de faire respecter ses droits. Elle est une réelle alternative au règlement judiciaire grâce à la rigueur et au professionnalisme de toute l'équipe de la médiation. Je tiens à insister sur le fait que chaque année, l'équipe de la médiation que je représente cherche à améliorer son organisation, ses outils informatiques et sa communication dans le but de satisfaire au mieux les attentes des professionnels et des consommateurs. Nous avons ainsi mis en place une nouvelle plateforme de saisine d'échange avec les opérateurs et les consommateurs et de suivi des dossiers jusqu'à leur clôture. Nous avons aussi créé un nouveau tutoriel pour mieux accompagner la saisine des dossiers par les consommateurs et d'autres
innovations que vous découvrirez au fil de ma présentation. La médiation permet ainsi de désengorger les tribunaux tout en garantissant aux parties leur droit de les saisir si elles ne sont pas d'accord avec la proposition de médiation. Je reste très vigilante car cette baisse de la conflictualité ne doit pas cacher certains problèmes récurrents concernant la qualité de l'accès à la fibre, alors que se profile à l'horizon 2030 la fermeture de la DSL avec la fin du réseau cuivre. Ni cacher la plus grande complexité de certains dossiers, ce qui a pu dans certains cas rallonger les délais de traitement. Cette complexité s'explique en particulier par des dysfonctionnements nouveaux, le manque de process dans certaines situations ou des process mal adaptés, comme par exemple les difficultés de raccordement d'un abonné à la fibre ou l'impossibilité d'être raccordé à un réseau fixe en l'absence d'opérateurs de service universel. C'est pourquoi, dans mon rapport annuel 2022, j'ai émis 8 nouvelles recommandations aux professionnels. J'ai également travaillé à donner des conseils pratiques aux consommateurs fondés sur les litiges qui m'ont été soumis cette année. Et j'ai souhaité donner la parole à des représentants des consommateurs, la Fédération des familles rurales et à des collectivités locales représentées par l'AVICA, que je remercie pour leur contribution. À titre d'exemple, en 2022, et même si les chiffres sont très faibles, j'ai pu constater que certains consommateurs, lorsqu'ils font construire une maison neuve, peuvent se retrouver pendant des mois, voire des années, sans pouvoir être raccordés au réseau cuivre ou à la fibre. La fermeture annoncée du réseau téléphonique commuté et de la DSL, à laquelle s'ajoutent les problèmes de qualité du réseau fibre, et dans un même temps l'absence d'opérateurs en charge du service universel, ont pour résultat de laisser certains consommateurs en situation d'abandon et sans solution concrète pour être raccordés à un réseau de communication électronique. Ils ne peuvent pas être éligibles ni au RTC, ni à la fibre, alors que leurs voisins y ont droit et que bien souvent, ils se situent dans des zones où la couverture 4G est limitée et ne permet pas de bénéficier d'une box 4G. Ils ne peuvent pas se tourner vers l'opérateur de service universel qui aurait pu leur apporter une solution puisqu'il n'y a plus d'opérateur de service universel depuis décembre 2020. Il est donc urgent de juguler ces situations, soit par des actions des professionnels eux-mêmes, soit par l'action des autorités publiques ou par l'action commune des deux. Pour 2023, j'aspire à ce que cette tendance baissière de la conflictualité dans le domaine des communications électroniques soit confirmée, ainsi qu'à une prise de conscience ou d'avancée en ce qui concerne les problématiques de raccordement de maisons neuves. Je m'attends à ce que le nombre de saisines relatives à la fibre passe en tête des saisines en 2023 et souhaite que le service universel puisse bénéficier aux consommateurs qui y ont droit. Je vous invite maintenant à suivre la présentation des chiffres clés 2022 de la médiation. Cette présentation est réalisée sous la forme d'une capsule vidéo. Vous pourrez ainsi la retrouver sur le site de la médiation avec mon rapport annuel qui, cette année encore, est numérique. Henri d'Olivier vous présentera ensuite les résultats de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des consommateurs utilisateurs du service de la médiation. Je suis heureuse de vous retrouver en vidéo pour vous présenter mon rapport annuel 2022. 2022 marque un retour à une forte tendance baissière du volume de saisines de moins 25%, amorcé en 2018 et 2019 et enrayé par les 2 années de la pandémie du Covid.
Cela reflète une baisse de la conflictualité dans le secteur qui est le fruit d'une meilleure gestion des clients par les professionnels et aussi du ralentissement du déploiement et des raccordements à la fibre. La volumétrie en 2022 retrouve un niveau similaire à l'année 2013 qui comptait 8 995 saisines. Cependant, l'activité en 2022 a été soutenue pour toute l'équipe compte tenu de la plus grande complexité des dossiers. Ceci a conduit à une réorganisation du travail de façon que l'étude et l'analyse de ces dossiers complexes ne pénalisent pas le traitement des dossiers plus simples en termes de délai et pour pouvoir rendre des propositions de solutions dans des délais plus courts ou les plus courts possibles. La baisse de la volumétrie des saisines en 2022 de 25% s'accompagne d'une légère baisse du taux de recevabilité des dossiers qui était supérieur en 2021. Ce taux de recevabilité est satisfaisant mais reste dépendant du comportement du consommateur. En effet, certains consommateurs, sans doute motivés par leur hâte à voir leur litige pris en charge par la médiation, ne respectent pas la procédure de saisine, principalement les étapes et les délais. Et ce, malgré les alertes données sur le fait que la non-recevabilité d'un dossier entraîne son refus et par voie de conséquence un allongement des délais de résolution du litige. Les dossiers sont jugés irrecevables principalement car les voies de recours ne sont pas épuisées dans 65% des cas ou car les dossiers sont encore en cours de traitement chez le professionnel avec lequel le consommateur a un litige dans 20% des cas. Le taux de saisine en ligne, encore en progression en 2022, s'établit à 85%. Il souligne une nouvelle fois la facilité du parcours en ligne pour le consommateur qui fait l'objet d'un travail constant d'optimisation par les équipes de la médiation. Dans ce contexte de baisse du nombre de saisines de moins 25%, j'ai émis en 2022 4 929 propositions de solutions, soit 9% de moins qu'en 2021. La part des requêtes satisfaites reste stable d'une année sur l'autre et s'établit à 87%. Le nombre de saisines totalement satisfaites est en baisse en lien avec les demandes d'indemnisation trop importantes ou non justifiées de la part des consommateurs. La part des requêtes non satisfaites reste également stable à 13%. 93% des consommateurs ont accepté en 2022 mes propositions de solutions, ce qui est très satisfaisant. Une nouvelle méthode de calcul du taux d'acceptation par les consommateurs des propositions de solutions que j'émets a été mise en œuvre en 2022. Ainsi, à la fin de son parcours de médiation, le consommateur est invité à se prononcer sur l'avis que j'ai rendu. Cette nouvelle méthode plus précise ne permet pas de proposer cette année une évolution de ce taux. Le haut niveau d'acceptation de mes propositions de solutions à 97% par les professionnels enregistré en 2021 se confirme en 2022. Abordons à présent les principaux domaines de litige. 2022 confirme la modification du palmarès des litiges établi en 2021. Le mobile en tête est rattrapé par la fibre et la DSL assoit sa troisième position comme en 2021. La part du mobile reste stable à 39%. La part de la fibre s'établit à 36%, très proche du mobile, grâce à une progression de 6 points en un an. Elle représentait 30% des saisines en 2021, un quart en 2020 et 15% en 2019. La DSL arrive en troisième position, en baisse constante depuis 2019. Ce palmarès reflète bien les problèmes rencontrés par les consommateurs dans le déploiement du chantier de la fibre qui continue de progresser à un rythme soutenu, même si un léger ralentissement en 2022 est à noter. Le nombre d'abonnements en fibre est majoritaire depuis le deuxième trimestre 2022 devant la DSL, dont la fermeture commerciale se fera progressivement jusqu'en janvier 2026. La médiation des communications électroniques traite également des litiges avec des professionnels hors télécom. Télévision payante, hébergeurs, nom de domaine, télésurveillance. À ce titre, en 2022, j'ai rendu 17 propositions de solutions. Maintenant, abordons les principaux motifs de litige de l'année 2022. Les litiges portant sur les problèmes techniques et le contrat représentent 50% des litiges en 2022. Ils représentaient 52% en 2021. Les problèmes techniques prennent la première place après avoir été pendant 2 années consécutives la deuxième source de conflit avec les professionnels. Les litiges en lien avec le contrat sont en légère baisse.
Enfin, les litiges relatifs à la résiliation, la facturation et les services sont à parts égales, autour de 17% chacun. Maintenant, regardons en détail chaque domaine de litige. Dans le mobile, les litiges portant sur les contrats enregistrent une baisse importante, mais restent en 2022 la première source de mécontentement des consommateurs, en raison principalement des modifications contractuelles apportées par les professionnels. La facturation, en légère hausse, reste en deuxième position, comme en 2021. Ces deux types de litiges représentent 59% des insatisfactions des consommateurs. Les litiges liés aux services poursuivent leur progression depuis 2020. Parlons à présent de la fibre. D'après l'observatoire de l'ARCEP, le nombre d'abonnements en fibre optique atteint 17,2 millions à la fin du troisième trimestre 2022. Il était de 13,4 millions à la même époque en 2021. La France est ainsi le pays européen le plus avancé dans le déploiement de la fibre. Dans ce contexte de déploiement soutenu qui place les litiges fibres en deuxième position du nombre de saisines et de propositions de solutions rendues, les litiges sur les problèmes techniques sont, depuis 2016, la première source de litiges, représentant 45% de mes propositions de solutions. Les sujets sont l'inéligibilité technique, les dysfonctionnements techniques du fait d'armoires non sécurisées, les débranchements sauvages de consommateurs ou bien des débranchements par des techniciens au bénéfice du client à raccorder. Dans la même logique, les litiges liés aux services sont à nouveau en augmentation en 2022. Dégâts au domicile du consommateur par le technicien, suppression du câble ADSL, coupure de fils électriques, d'antennes, de télé, murs endommagés, etc. Les litiges donc liés au contrat poursuivent quant à eux leur baisse cette année encore. Pour ce qui concerne la DSL, les litiges portant sur les problèmes techniques restent la première source de litiges depuis 2017, en légère hausse cette année encore. Les raisons sont essentiellement la baisse de débit ou l'absence de service. Les litiges portant sur la résiliation, bien qu'en baisse, restent également en deuxième position pour la troisième année consécutive, probablement en raison de la migration des consommateurs vers la fibre. Ces deux types de litiges représentent 60% des motifs d'insatisfaction des consommateurs. La part des litiges relatifs au contrat reste stable depuis 3 ans. Dans le domaine de la téléphonie fixe, les litiges portant sur les services deviennent en 2022 la première source de litiges avec les consommateurs en raison des difficultés de raccordement pour les maisons neuves. La résiliation en baisse prend la deuxième place en lien avec la fin annoncée du réseau téléphonique commuté et la migration des consommateurs vers la fibre. Sur les 17 propositions de solutions que j'ai rendues pour des litiges avec des professionnels non télécoms, 10 portent sur des abonnements à des télévisions payantes et 6 sont relatifs à l'hébergement de données et au nom de domaine. Une nouvelle catégorie télésurveillance a été créée en 2022 qui a donné lieu à une proposition de solution de ma part. Je souhaite préciser que le nombre de saisines de 8989 rapportées au parc des abonnements mobiles ADSL et fibre représente des pourcentages de l'ordre de 0,018% pour les mobiles, de 0,0064% pour la fibre et 0,07% pour la DSL au 30 septembre 2022, ce qui est donc infime. Alors que la DSL est en troisième position en volume de saisine, il est en tête des réclamations des consommateurs si on ramène le nombre de réclamations au parc des lignes existantes. Si les litiges sur la fibre sont très pénibles et pénalisants pour les consommateurs, les installations et raccordements se passent majoritairement bien, alors que, comme vous le savez, il s'agit d'un immense chantier qui consiste donc à déployer une nouvelle technologie totalement indépendante du réseau téléphonique ou du câble. Le déploiement de l'ADSL s'était quant à lui développé sur un réseau cuivre existant. La présentation faite par la médiatrice montre l'immense travail accompli par l'équipe en 2022. Vous avez constaté que les consommateurs ont moins saisi la médiatrice. Ces consommateurs, parlons-en.
car au-delà des chiffres, nous souhaitons chaque année connaître leur avis sur leur parcours en médiation, ainsi que leur niveau de satisfaction. Nous avons recueilli l'avis des consommateurs ayant saisi la médiatrice via notre site internet et qui ont eu une proposition de solution entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022. Cela a représenté 2835 contacts, 1118 personnes ont répondu totalement ou partiellement, soit un taux de retour de 42%, taux augmenté de 10 points par rapport à 2021, qui montre l'intérêt des consommateurs à exprimer leur avis sur leur parcours. Cette enquête de 11 questions s'est déroulée du 15 au 21 décembre 2022. Les résultats de cette enquête sont totalement comparables à ceux de 2021. Comme l'an passé, les résultats sont très positifs. Ils donnent une image du travail qualitatif réalisé par la médiatrice et l'ensemble de l'équipe de la MCE. En synthèse, 86% des consommateurs interrogés déclarent que la médiation répond à leurs attentes. 81% sont satisfaits de leur parcours en médiation et notamment des outils mis à leur disposition dans ce parcours. 91% déclarent avoir accepté la proposition de solution. Et enfin, 84% recommanderaient le recours à la médiatrice. Comme vous avez pu le constater dans la présentation faite par la médiatrice, le nombre de saisines reste encore à ce jour déclaré irrecevable, assez important. Ceci s'explique partiellement par le non-respect du parcours consommateur préalable à la saisine de la médiatrice. Depuis 2017, nous avons constamment fait évoluer notre site internet afin d'augmenter la part des saisines déclarées recevables. Nous avons renforcé l'information sur le site concernant les conditions à respecter pour saisir la médiatrice. Nous avons également mis en place un quiz qui permet à chaque consommateur de tester l'éligibilité de sa demande. Nous avons encore renforcé l'an passé cette communication. Cela nous a permis d'augmenter significativement la part des saisines déclarées recevables. Et le site a été rendu accessible aux personnes ayant un handicap auditif. L'optimisation constante du parcours consommateur a eu non seulement des résultats positifs sur le taux de recevabilité, mais également sur le taux de saisine en ligne en progression constante et qui atteint actuellement 85%. Ce travail a encore franchi une étape en 2022. Afin d'accompagner encore mieux le consommateur dans la saisine de son dossier et de lui permettre de mieux respecter les étapes et les délais pour qu'il soit déclaré recevable par la médiatrice, un tutoriel de 2 minutes a été réalisé et mis en ligne sur le site en 2022. Vous avez un litige avec un professionnel et souhaitez le régler rapidement? Alors la médiation est la solution à envisager. Il s'agit d'un mode de résolution amiable des litiges entre un consommateur et un professionnel, faisant intervenir un tiers, le médiateur. Vous souhaitez savoir si votre dossier est éligible à la médiation? La médiation a mis en place un test 100% en ligne qui vous permet de savoir en moins de 5 minutes si votre dossier est éligible. Plutôt pratique, n'est-ce pas? Rendez-vous sur www.mediation-telecom.org. Rubrique « Découvrez si le médiateur peut instruire votre dossier » et laissez-vous guider. Vous êtes éligible. Bravo! Créez à présent votre compte en suivant les instructions et recevez vos identifiants par email en quelques minutes. Connectez-vous ensuite à votre espace personnel et procédez à la saisie de votre dossier. Soyez le plus précis possible dans l'explication du litige et indiquez clairement vos attentes vis-à-vis du professionnel. Dernière étape, finalisez votre dossier en joignant les informations nécessaires à l'étude de votre demande. Votre contrat, vos factures, vos correspondances avec le professionnel et obligatoirement le courrier que vous avez adressé au service recours consommateur. Votre dossier est prêt. Et maintenant, sous 18 jours maximum, le médiateur vous indique si votre dossier est recevable. S'il est recevable, sous 90 jours, le médiateur fait connaître sa position aux deux parties du litige qui ont alors 1 mois pour accepter ou refuser la solution proposée. À tout moment, vous pouvez suivre l'avancement de votre dossier depuis votre espace personnel. C'est à vous! Comme vous le constatez, nous avons cette préoccupation constante de mieux accompagner les consommateurs
dans leur accès et leur parcours de médiation. Mais la médiation, ce sont également les professionnels à qui la médiatrice adresse des recommandations. Merci Henri. Effectivement, au travers des litiges qui m'ont été soumis cette année, j'ai élaboré 8 recommandations à destination des professionnels pour qu'ils améliorent leurs pratiques. J'ai fait 2 recommandations concernant la fibre. La première porte sur le raccordement à la fibre d'une maison en raison des mécontentements des clients relatifs au cheminement de la fibre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison, comme par exemple la pose de la fibre sur la façade d'une maison, empêchant la fermeture d'un volet, ou bien encore la pose de la fibre dans l'embrasure d'une porte. Je recommande aux opérateurs de mettre en place un processus qui leur permette de s'assurer qu'à chaque intervention d'un technicien, le client signe un compte-rendu dans lequel il est indiqué son accord sur le tracé de la fibre avant la réalisation des travaux, la conformité de l'installation après les travaux. Cette recommandation précise la recommandation faite aux professionnels en 2021 concernant le raccordement à la fibre d'une maison. Cette recommandation permettra, en cas de litige, de retenir ou non la responsabilité de l'installateur, puisque le chemin de la fibre aura été déterminé d'un commun accord avant tous travaux et inscrit sur le compte-rendu d'intervention, protégeant ainsi tant l'installateur que le client. La seconde recommandation porte sur les caractéristiques de l'équipement mis à disposition du consommateur, surtout si le client commande à distance. Je recommande aux opérateurs de mentionner sur leurs documents contractuels les récapitulatifs de commande, les brochures tarifaires, les fiches d'information standardisées, le matériel mis à disposition des consommateurs ainsi que ses principales caractéristiques, décodeur 4K, HD, HD+, Ultra HD, etc. Cette recommandation répond à 3 objectifs. Elle rappelle les obligations légales qui s'imposent aux opérateurs au regard des informations précontractuelles qu'ils doivent transmettre aux consommateurs. Elle a un caractère préventif, notamment pour éviter toute contestation du consommateur à réception de l'équipement en lui permettant de connaître préalablement les caractéristiques de l'équipement fourni et de s'assurer que ce dernier est bien adapté à ses besoins. Cette recommandation a également pour objectif de limiter les impacts environnementaux en évitant des livraisons de matériel inutile. J'ai fait 2 recommandations concernant le mobile. La première porte sur les frais d'itinérance, car j'ai eu à traiter des réclamations de clients titulaires d'un forfait mobile qui avaient été facturés en hors forfait pour des appels émis depuis des pays européens, alors que le SMS de leur opérateur, lors de leur arrivée dans ces pays, leur avait laissé croire qu'ils pouvaient émettre des appels gratuits au-delà de la limite incluse dans leur forfait. Je recommande aux opérateurs de faire le nécessaire afin que les informations personnalisées applicables au forfait, notamment lorsque le forfait n'inclut pas les appels illimités, soient bien mentionnées dans le SMS qui est adressé aux clients en itinérance. Cette recommandation est faite en application de l'article 14 du règlement européen Roaming 3 sur les informations personnalisées que doivent comporter les SMS reçus lors de l'arrivée dans un pays. Une information personnalisée permet aux consommateurs de connaître les risques financiers d'une utilisation de leur forfait depuis l'Union européenne. Elle évite aux opérateurs de prendre en charge le coût des communications émises hors forfait par leurs clients sur la base d'un SMS incomplet ou trompeur en cas de contestation de leurs clients. La seconde recommandation relative au domaine du mobile concerne les frais de résiliation, les pénalités d'engagement.
Je recommande aux opérateurs d'informer leurs clients dans les 24 heures suivant une demande de résiliation, qu'ils ont la possibilité de connaître les montants des pénalités d'engagement qui va leur être facturées en cas de résiliation et le moyen précis d'accéder à cette information. Cette recommandation répond donc à 2 objectifs. Elle vise à rappeler les engagements des opérateurs pris en 2010 concernant l'outil calculatrice qu'ils doivent mettre à disposition des clients sur leur site pour connaître les frais encourus en cas de résiliation pendant la période d'engagement. Les opérateurs membres de la Fédération française des télécoms s'étaient engagés auprès du secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et de la consommation, à prendre certaines mesures en faveur des consommateurs, comme celle de mettre à leur disposition sur leur site internet un outil pratique permettant d'estimer le montant de leur forfait restant dû en cas de résiliation anticipée. Elle a également pour objectif de prévenir les litiges. De nombreux clients n'ont pas conscience que le montant qui va leur être facturé correspond au prix de leur forfait hors remise, de sorte que le montant facturé est bien souvent plus élevé que celui auquel ils s'attendent. Mes 4 autres recommandations portent sur tous les domaines. Ma 5e recommandation porte sur la facturation. Je renouvelle aux opérateurs la précédente recommandation consistant à notifier par mail à leurs clients leur facture dès le jour de leur émission, afin d'éviter tout litige relatif à la date de paiement des factures. Je leur recommande en outre de prévoir dans leurs conditions générales d'abonnement le délai à l'issue duquel le paiement d'une facture doit être effectué à compter de sa notification. Ce délai doit être suffisant afin de permettre au débiteur de contester la facture en cause si besoin et de prendre les dispositions nécessaires pour honorer son règlement. L'objectif est de permettre au consommateur d'avoir suffisamment de temps pour régler ses factures et de lui éviter la facturation de pénalités. L'opérateur est tenu de laisser au consommateur un délai raisonnable entre l'édition d'une facture et le règlement de cette dernière. Ma 6e recommandation concerne la souscription d'un contrat pour un mineur, en raison des réclamations que j'ai eues à traiter pour lesquelles les parents avaient souscrit pour leur enfant mineur un contrat au nom de l'enfant mineur. Le mineur devient donc titulaire du contrat et peut alors en disposer librement comme tout titulaire de contrat. Le mineur valide par la suite une migration vers une offre plus onéreuse sans en informer ses parents qui payent l'abonnement. Les parents souhaitent résilier le contrat, mais n'y parviennent pas puisque le contrat n'est pas à leur nom. Je rappelle qu'il résulte de l'article 389.3 du Code civil et de la jurisprudence qu'un mineur non émancipé ne peut souscrire un contrat que si cette souscription constitue un acte de la vie courante. Compte tenu notamment des conséquences financières que cela peut avoir, je considère que la souscription d'un abonnement mobile ou d'une offre box n'est pas un acte de la vie courante. Je recommande par conséquent aux opérateurs de ne pas accepter la mise en place d'un contrat qui aurait pour titulaire un mineur, sauf s'il justifie qu'il est émancipé. Cette recommandation vise à éviter aux parents de mineurs de se retrouver redevables de sommes imprévues, consommation hors forfait, etc., et de pouvoir rester maître du contrat et de son utilisation par leur enfant mineur. Elle permet également d'éviter aux opérateurs de se retrouver dans l'illégalité et de devoir prendre à leur charge financière le contrat. Ma 7e recommandation concerne les récapitulatifs contractuels. Les clients peuvent parfois être induits en erreur concernant les caractéristiques de l'offre qui leur est proposée. Le récapitulatif contractuel transmis par l'opérateur pouvant, dans certains cas, contenir des informations qui concernent un autre type de forfait que celui choisi.
Je recommande aux opérateurs de veiller à ce que le récapitulatif contractuel transmis lors de la souscription d'un nouvel abonnement comporte exclusivement des informations relatives à l'offre qui a été choisie. Je rappelle que le récapitulatif contractuel n'est pas une simple extraction de la brochure tarifaire. Ils doivent prendre une forme concise et facilement accessible, permettant aux consommateurs de ne pas se méprendre sur les caractéristiques de l'offre qui leur a été proposée. Par exemple, pensez bénéficier d'un avantage qui concerne en réalité une autre offre du catalogue de l'opérateur. Ma 8e et dernière recommandation concerne le changement de civilité du client. Je recommande aux opérateurs de mettre en place une procédure simple et adaptée permettant à leurs clients ayant obtenu par une décision de justice un changement d'état civil de pouvoir modifier leurs informations personnelles sur leur contrat. Cette recommandation vise à éviter les situations où l'opérateur propose dans ce cas la cession d'une ligne plutôt que la modification du contrat, ce qui entraîne une interruption ou la perte d'un service ou d'une option comme une facilité de paiement. Au-delà de ces recommandations, je tiens à jour un tableau de suivi des recommandations par les professionnels, ce qui me permet de leur rappeler dans les propositions de solutions les recommandations qu'ils n'ont pas respectées. Cette année a été marquée par une innovation. Pour améliorer la visibilité de la médiation auprès des consommateurs, la médiatrice a enrichi ses conseils réalisés sous forme de fiches pratiques par des vidéos de conseils aux consommateurs, comme celle que vous allez découvrir maintenant. Le jour du rendez-vous d'installation de la fibre optique, votre présence est indispensable, car il convient préalablement à la pose de valider avec le technicien le parcours précis d'installation de la fibre dans les pièces de votre logement. Soyez vigilant pendant la pose, que le technicien suive bien ce parcours. Validez aussi l'emplacement souhaité pour le matériel afin d'éviter tout déplacement ultérieur. Veillez également à ce que le technicien ne perce pas d'huisserie, ne coupe aucun fil électrique, antenne, téléphonie, etc. afin d'éviter tout litige ultérieur. Votre opérateur est responsable de la bonne exécution des travaux d'installation et doit répondre des dégradations qui ont été causées par le technicien. Prenez des photos avant et après son passage. Listez précisément les dégradations dans le compte-rendu d'intervention. Et adressez tout cela rapidement dans un courrier au service client de votre opérateur en prenant soin de conserver la preuve de cet envoi. Demandez à votre opérateur de procéder aux réparations. Soit il va s'occuper des travaux, soit il va vous demander de lui adresser un ou plusieurs devis détaillés qu'il devra valider avant que vous ne fassiez réaliser les travaux. La première chose à faire est de contacter le service client de votre opérateur. Si sa réponse est négative, ne vous satisfait pas ou si vous restez un mois sans réponse, contactez le service recours consommateur par écrit. Si vous n'obtenez pas de réponse dans le mois qui suit ou si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez alors me saisir. Pour cela, rendez-vous sur le site médiation-télécom.org. Une fois votre dossier envoyé, vous saurez s'il est recevable sous un délai de 3 semaines. J'aurai ensuite 90 jours pour proposer une solution aux deux parties. Chaque année, je rédige et publie sur le site de la médiation des conseils aux consommateurs sous forme de fiches pratiques. Elles sont réalisées à partir de mon analyse des problèmes que les consommateurs rencontrent ou à titre informatif sur les sujets de communication électronique et aussi à partir des évolutions législatives nationales et ou européennes.
Cette année, j'ai créé 5 nouvelles fiches portant le nombre total de fiches pratiques pour le consommateur à 28. Vous trouverez ainsi sur le site ces fiches pratiques portant la première sur l'installation de la fibre au domicile d'un client, la seconde sur la 5G, la troisième, les contrats, les droits du consommateur et de l'opérateur, la quatrième sur l'arrêt de l'ADSL. L'arrêt de l'ADSL a été entériné et il m'a paru important d'éclairer le consommateur à ce sujet. Progressivement et jusqu'en janvier 2026, donc plus aucun client ne pourra souscrire d'offres ADSL. Puis de janvier 2026 à la fin de l'année 2030, les titulaires d'un abonnement ADSL devront migrer et souscrire une offre fibre ou faire appel à une technologie alternative telle que la box 4G, le satellite ou la radiofréquence. Enfin, à partir de la fin de l'année 2030, plus aucun abonnement ADSL ne sera disponible. Et j'ai fait une 5e et dernière nouvelle fiche, donc pratique, qui porte sur l'impact de la loi sur le pouvoir d'achat pour les communications électroniques. Mon équipe et moi-même avons été très attentifs aux évolutions législatives, notamment celle intervenue avec la loi du 16 août 2022, loi qui porte des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, renforce la protection des consommateurs et facilite notamment la résiliation de certains contrats, Internet, abonnement mobile, contrat d'assurance. D'où la création de cette fiche dédiée à cette nouvelle législation. C'est dans le même esprit d'information et d'éclairage des consommateurs que j'ai innové en 2022 avec une collaboration avec l'Institut national de la consommation pour proposer 2 vidéos de conseils pratiques pour les consommateurs qui ont été diffusées donc sur les chaînes du groupe France Télévisions. La première porte sur la fibre, comment résoudre un problème survenu lors du raccordement. La seconde portant sur les augmentations intitulée « Mon opérateur a-t-il le droit d'augmenter mon abonnement ?» 2 autres vidéos ont été réalisées par nos soins. La première porte sur le sujet de l'installation de la fibre au domicile d'un client. Que dois-je absolument savoir pour que l'installation se passe bien? Et la seconde porte sur la résiliation de son abonnement mobile. Comment changer d'opérateur mobile dans de bonnes conditions? Vous retrouverez donc ces 4 vidéos et les 28 fiches pratiques en ligne sur le site www.mediation-telecom.org. Je vous laisse découvrir en vidéo le conseil conso sur l'installation de la fibre. Vous avez décidé de changer d'opérateur mobile. 2 solutions s'offrent à vous. La portabilité afin de conserver votre numéro de téléphone mobile chez le nouvel opérateur ou la résiliation pure et simple de votre abonnement. Avant toute prise de décision, vérifiez dans votre contrat ou sur votre facture si vous êtes engagé. En effet, le changement d'une offre ou une option choisie en cours de contrat peut avoir pour conséquence de vous engager à nouveau. Vous seriez alors redevable du versement de tout ou partie du montant de votre abonnement, comme indiqué dans les conditions générales de votre contrat. Vous pouvez demander la portabilité de votre ligne à tout moment, soit en boutique, soit sur le site de votre nouvel opérateur. Récupérez le relevé identité de votre opérateur, le RIO, en le contactant ou en composant le 31 79. Fournissez votre RIO à votre nouvel opérateur qui s'occupe de tout. Résiliation auprès de votre ancien opérateur et portage de votre numéro. La portabilité ne peut avoir lieu qu'au terme d'un délai de 14 jours en cas de souscription de votre nouveau contrat mobile à distance, sauf si vous avez renoncé expressément à votre droit de rétractation. Adressez un courrier recommandé avec accusé de réception à votre opérateur qui dispose d'un délai de 10 jours pour résilier votre abonnement.
Vous pouvez demander que votre résiliation prenne effet plus de 10 jours après en précisant la date souhaitée. Conservez bien une copie de votre courrier. Si vous changez d'avis pour la résiliation simple, votre numéro de téléphone ne vous sera plus attribué, comme c'est le cas si vous faites une résiliation sans portabilité. Le besoin est réel pour les consommateurs d'avoir accès à un certain niveau d'information et de conseils, notamment de la part de la médiatrice des communications électroniques. Mais ces conseils sont avant tout le fruit de l'analyse de situations concrètes et de propositions de solutions proposées par la médiatrice aux consommateurs et aux professionnels. Je vais maintenant vous présenter les différents exemples concrets de médiation. J'ai choisi, par souci de transparence, d'illustrer mon rapport avec cette année 7 exemples qui sont le reflet de mon activité, dont 4 exemples sur la fibre. 2 exemples portent sur les débranchements sauvages de la fibre avec des demandes différentes des clients. Dans l'un, le client me demande que son opérateur commercial mette en conformité l'installation de la fibre dans la rue, et dans l'autre, le client demande le remboursement de l'abonnement facturé durant toutes les interruptions de service, un dédommagement et une intervention de son fournisseur d'accès à Internet afin d'éviter les débranchements répétés de sa ligne. Dans ces 2 cas, j'ai apporté une explication sur la responsabilité de l'opérateur commercial, sur lequel pèse une obligation de résultat, et une explication sur le rôle de l'opérateur d'infrastructure, ainsi que les limites de mon action vis-à-vis de l'opérateur d'infrastructure. C'est pourquoi je demande à l'opérateur commercial d'intervenir auprès de l'opérateur d'infrastructure pour désaturer l'installation et lui demander de ne plus commercialiser de lignes tant que ces travaux n'auront pas eu lieu pour éviter ces débranchements sauvages lorsque toutes les lignes ont déjà été attribuées à un client final ou ne sont pas en état de fonctionnement. J'ai par ailleurs, donc, dans un cas, accordé une indemnisation du client puisqu'elle m'était demandée, ainsi que le remboursement de l'abonnement pour les périodes d'interruption. Le 3e exemple est relatif à un problème d'un consommateur dans un immeuble pré-câblé en fibre et le 4e porte sur un problème d'éligibilité au raccordement. Vous trouverez également dans mon rapport 3 autres exemples. Un exemple d'application des nouvelles dispositions de l'article L224-42-2 du Code de la consommation relative aux offres groupées. Il s'agit d'un abonnement fixe et de 2 abonnements mobiles souscrits le même jour qui permettaient aux clients de bénéficier de la remise appliquée grâce à la souscription de l'abonnement fixe. Les 2 abonnements mobiles ayant été souscrits en considération de la remise du fait de la souscription de l'abonnement fixe, le client a souhaité obtenir le remboursement de l'augmentation tarifaire qu'il a subie sur ces 2 abonnements mobiles en raison de la perte de la dite remise à la suite de la résiliation de l'abonnement fixe par l'opérateur. Donc j'ai accordé ce remboursement et laissé la possibilité au client de résilier sans frais ces 2 abonnements mobiles. J'ai également partagé un exemple de problème de couverture mobile pour lequel le client me demandait que son opérateur procède au déploiement d'une antenne relais dans son secteur, ainsi qu'un geste financier de son opérateur. Enfin, vous pourrez découvrir un exemple de réclamation concernant un problème de raccordement dans lequel je souligne que si l'opérateur est responsable de la mise en place des moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du service jusqu'au point de terminaison, la réalisation et le financement des travaux se rapportant à partir de la ligne située entre le domicile du client et les équipements de l'opérateur existant au droit du terrain, lui incombe au client, conformément à l'article L332-15 du Code de l'urbanisme.
C'est un exemple dans lequel il ne peut donc être reproché à l'opérateur de demander au client de procéder à ses frais à des travaux. Je vous invite à lire ces exemples de propositions de solutions sur le site de mon rapport annuel 2022. C'est pourquoi je vais maintenant demander à Henri d'Olivier de vous le présenter pour que vous puissiez naviguer facilement pour consulter tout ce qui vient de vous être présenté et trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Ça fait maintenant 6 années que nous réalisons le rapport d'activité de la médiatrice sous une forme digitale et consultable facilement en ligne sur le site internet de la médiation. Cette année, nous innovons encore dans le cadre de cette présentation. Nous avons réalisé à votre attention une animation présentant les grandes lignes du rapport d'activité 2022 de la médiatrice. Merci Henri pour cette présentation qui va nous permettre de naviguer sur le site du rapport annuel en toute simplicité. Avant de clôturer ma présentation du rapport annuel 2022, je tiens à remercier Henri d'Olivier, le directeur général de l'AMCE, et les membres de l'association qui me donnent les moyens nécessaires pour travailler et réaliser cette belle et originale présentation de mon rapport dans les conditions d'une émission télé. Je remercie également tous les membres de mon équipe pour leur travail et leur implication pour la bonne gestion de la médiation. Ils ont su faire un excellent travail. Je rappelle aussi que, comme chaque année, dans le cadre du partenariat de l'AMCE, avec la chaire du droit de la consommation de la faculté de droit de Cergy-Pontoise, des stagiaires de Master 1 et 2 du droit de la consommation sont venus rejoindre l'équipe pour nous soutenir et leur permettre de s'immerger dans le travail de la médiation de la consommation. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour la présentation en 2024 de mon rapport annuel 2023. Valérie, je m'associe chaleureusement aux remerciements. Je remercie également toutes les personnes ici présentes sur ce plateau, ainsi que les personnes qui nous suivent à distance. Je remercie également nos partenaires. Leurs noms vont apparaître à la fin de la présentation de ce rapport d'activité. Nous avons été accompagnés dans la réalisation et la représentation du rapport d'activité 2022 de la maîtrise par ces partenaires que je félicite et que je remercie. Je vous invite tous maintenant à vous rendre sur le site de la médiation, médiation-du6télécom.org, pour prendre connaissance de la totalité du rapport d'activité 2022 de la médiatrice des communications électroniques.